Des auto-écoles à Kinshasa. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur Denis. Avec lui, nous allons parler de la prolifération d'auto-écoles dans la capitale congolaise et ses conséquences. Ce ne sera pas le seul invité, nous allons avoir un deuxième invité dans ce journal, Neftali Bamutala. Voilà, nous allons avoir aussi madame Claude Ntankoy. Avec elle, nous allons aborder la question sur la sensibilisation et les dépistages du cancer des seins du Nikanda. Voilà, donc nous entamons déjà la deuxième partie de cette tranche de 45 minutes d'information et d'analyse avec Charles Pambou. Nous constatons actuellement dans la capitale congolaise qu'il y a quand même la prolifération des auto-écoles où les gens vont apprendre à conduire. Qu'est-ce qui serait à la base de cette prolifération? Bon, écoutez, moi je pense que actuellement il y a beaucoup de véhicules qui sont achetés ici à Kinshasa et beaucoup de gens veulent apprendre à conduire. Mais c'est vrai que le choix n'est pas bon, puisque si les auto-écoles qui existent ici, il y a prolifération parce que nous n'avons pas tous les mêmes objectifs. Si les objectifs étaient les mêmes, je pense qu'il n'y aura pas prolifération et les conséquences, comme nous l'avons dit, il n'y en aura presque pas, puisqu'il y a un suivi, il y a un programme préétabli qui devait être suivi dans les auto-écoles viables. Vous comprendrez, les auto-écoles viables dont je parle ici, ceux-là qui respectent le plan, les programmes qui est établi, où il y aura des séances de pratique qui devront prendre au moins 1 heure, donc 60 minutes par Là, vous résumez déjà de manière globale la problématique, oui. Mais est-ce que la prolifération ne serait pas due au fait que c'est quelque part un gagne-pain pour les promoteurs de ces écoles? Mais justement, c'est ce que j'allais dire. Vous comprenez, si nous devons suivre les objectifs, pour garantir la sécurité routière, il n'y aura pas prolifération. Mais étant donné qu'il y a de ceux-là qui trouvent que c'est un moyen pour leur permettre de vivre, c'est comme ça qu'ils vont créer les auto-écoles sans suivre le programme qui est établi par le ministère des Transports. Ça, c'est ce qu'il faudrait retenir. C'est comme ça que vous voyez, ils vont créer les auto-écoles, par exemple, sur un terrain de football, où il y a juste le temps de faire un petit tour, puis après, on libère le petit pour revenir demain. Mais les auto-écoles qui veulent le faire, dans l'essence de garantir la sécurité routière, pour qu'ils cherchent à donner du travail sur le plan social et professionnel, ceux-là, ils doivent prendre au moins 1 heure par jour pour dispenser la formation aux récipiendaires qui viennent suivre la formation. Effectivement, la conduite ne concerne pas que les hommes, hein? Hommes, femmes. Là, en tout cas, le gender est respecté. Vous avez les chauffeurs hommes, vous avez les chauffeurs femmes, tout le monde conduit. Mais Neftali Bamutala. Tout à fait, Jenny. Au-delà de ces proliférations, il y a un problème de la qualité de la formation, mais également de la viabilité de ces centres. Un commentaire, mais c'est pas bon. Un commentaire, c'est vrai. Moi, je pense que, au départ, comme il a dit, s'il y a de ceux-là qui veulent en faire pour leur gagne-pain, il n'y aura pas qualité. Et s'il y a de ceux-là qui en font pour aider la population, comment il faut arriver à éviter les accidents, donc il y aura qualité du travail. Vous comprenez donc, il est question que ces programmes soient effectivement suivis par les ministères des Transports. Il y a la CNPR qui est à ses côtés, qui peut aider les ministères afin de pouvoir arriver à résoudre les problèmes. Est-ce que vous avez un programme établi? Bien sûr, le programme doit exister. Le code de la route, il est universel. C'est comme ça que nous devons arriver à suivre ce programme. Mais comme nous l'avons dit, ceux qui en font pour gagner le pain, le gagne-pain, ils ne vont pas le faire, ils ne vont pas suivre ce programme. Universel, oui, mais il diffère parfois d'un pays à un autre. Oui, c'est vrai. Non, le code est universel. Quand vous allez dans des pays anglophones, par exemple... C'est la conduite. La conduite qui diffère, la conduite de droite, la conduite de gauche. Okay. Mais du reste, c'est la signalisation routière. Nous avons les mêmes panneaux. C'est pourquoi M. Denis qui doit voyager, il a son permis international, il pourra se défendre sur le territoire belge. Madame Claude, est-ce que quand vous passez dans les villes de Kinshasa, j'ose croire que vous conduisez, quelle impression ça vous donne? Bon, voilà. Déjà qu'il y a certaines femmes qui disent non, elles ne peuvent pas conduire à Kinshasa. Et les femmes qui conduisent mieux que les hommes. Oui, on dit que les femmes conduisent mieux que les hommes. Quand vous passez dans les villes de Kinshasa, vous êtes dans un taxi, vous êtes dans votre voiture, la manière dont les choses se passent avec les chauffeurs kinois, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Personnellement, merci d'abord pour la question. Personnellement, la façon dont nos chauffeurs conduisent à Kinshasa, ça ne me donne même pas envie de conduire. Ah bon? Parce que j'ai l'impression que la code
plutôt Des le routes, code hein. de la route que nous avons appris tous à l'école, même à l'école, je crois en première CO. Tout le monde a appris ça et ça ne s'applique même pas. Le peu de cela, ça ne s'applique même pas. Alors je me dis, chaque fois que je suis dans un taxi ou bien dans ma propre voiture, les choses qui se passent sur la route ne m'encouragent pas à conduire parce que je me sens tout le temps en danger. Il y a des fois, vous sentez que le chauffeur est en train de mal conduire et vous lui demandez d'améliorer, il se fâche. Simplement parce qu'il n'a aucune base de formation. On ne sait pas, quand on leur accorde le permis de conduire, c'est sur base d'une connaissance ou bien on leur vend simplement. Et encore plus, nous rencontrons des gens qui travaillent au ministère du Transport, qui délivrent des permis de conduire sans même avoir vu la personne. Ça, on voit et on comprend que c'est ce qui cause beaucoup de dégâts sur la route chez nous. Monsieur Charles? Oui, mais écoutez, madame, c'est vrai que vous avez jeté, je ne sais pas, la pierre à qui? Parce que les auto-écoles, non, à tout le monde. Les exceptions ne manquent jamais. Moi, je comprends que s'il a dit qu'elle a peur de se faire transporter par son chauffeur ou par d'autres personnes, le chauffeur de taxi, c'est vrai qu'il y a quand même un remède quelque part. Il y a des auto-écoles qui se respectent. Je ne pense pas que tous ceux-là qui vous transportent ne se comportent pas dignement sur la chaussée. Oui, je rappelle que vous êtes formateur à l'auto-école Car Station. Car Station, okay, oui, c'est sur l'avenue Lukusa, non loin de Orgaman. Je pense que là, vous allez découvrir la réalité. Vous avez peur d'apprendre à conduire, madame, ou de conduire, mais moi, je lance un défi. Venez, le cadre de là-haut va vous plaire, et puis le véhicule. Non, mais M. Charles, ça, c'est général. Hein. Oui, c'est général. Même nos mais... frères qui viennent de l'Europe, ils conduisent en Europe. Oui. Ils conduisent partout ailleurs en Afrique. Mais quand ils arrivent à Kinshasa, franchement, ils préfèrent prendre un chauffeur quinois ou congolais. Ce n'est pas grave, j'accepte ça. Mais pourquoi ne pas faire procéder au recyclage? Parce que les écoles n'inspirent plus confiance. Même pendant pour une semaine. Une semaine. Tu deviens chauffeur. Mais c'est ça que je veux dire. Moi, je pense que je ne suis pas venu faire la pub, mais c'est pour aider la population à trouver mieux. Mais nous sommes là. Vous m'avez connu en 2005. Donc je ne vois pas pourquoi vous devez hésiter. Vous avez parlé d'une école, Car Station. Je pense que vous pouvez arriver pour que vous puissiez découvrir la réalité et vous ne serez pas déçus. J'ai lancé un défi. Nous sommes sur le plateau. Je préfère que vous veniez et vous viendrez encore témoin pour dire que j'étais formé. Mais le plus grand problème aussi, il faut dire, vous avez parlé tout à l'heure du programme. Oui. Mais est-ce que c'est vrai que vous vantez votre école, c'est bien beau, mais est-ce que le programme que vous avez est contrôlé par qui? La qualité de la formation est contrôlée par qui? Bien, c'est vrai, il y a le ministère provincial qui a la division urbaine sur l'avenue Colonel Ebea. Vous avez une cellule auto-école là-bas. En principe, ils sont chargés de veiller et de vérifier les programmes établis pour les auto-écoles. Je ne sais pas, c'est à eux, à leurs compétences, de vérifier tous ces programmes-là s'ils sont respectés. Du moins, certaines auto-écoles essaient de suivre ces programmes et c'est une goutte d'eau qui est versée dans l'océan. Mais jusqu'aujourd'hui, chez vous, ils ne sont pas encore passés? Ils sont passés. Ils sont passés. Vous connaissez le visage de Charles Pambo. Je ne pense pas que c'est quelque chose de mettre en doute. Parce que nous avons eu à travailler avec vous en collaboration. Donc je ne vois pas comment je n'ai pas eu de critiques. Oui, mais les téléspectateurs ne savent pas cela. Oui, tout à fait. Les téléspectateurs ne savent pas. Un mot de la fin. Oui, un mot de la fin, c'est de les aider à découvrir Auto-École Car Station, c'est tout. Bon. Et ils ne seront pas déçus. Nous allons peut-être approfondir ce sujet tout prochainement avec vous. Oui. Parce qu'il aurait fallu que l'on ait quand même les images de ces auto-écoles qui pullulent dans les rues de Kinshasa. On en trouve un peu partout. C'est là où j'aurais voulu qu'il y ait un micro-baladeur. Vous circulez dans les auto-écoles, vous surprenez tout le monde en une journée. Essayez de parcourir et balancer les images. Qu'est-ce que nous allons voir? Oui, vous allez comprendre les vrais et ceux qui ne sont pas vrais. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci. Merci beaucoup, M. Charles Pambou. Je rappelle Oui. qu'il est formateur à l'auto-école Car Station. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau pour les 2 heures de news. Nous allons vous donner les principales articulations de la grande session d'information que vous aurez tout à l'heure à découvrir avec Patrick Mpezo-Zanetti sur votre télévision, la RTGA. Inauguration ce mercredi de la tour réhabilitée du Grand Hôtel Kinshasa. C'est le chef
chef de l'État, le président Joseph Kabila, qui a procédé à la coupure du ruban symbolique du compartiment rénové du plus grand complexe hôtelier de la République démocratique du Congo. Plusieurs personnalités du pays ont pris part à cette cérémonie. Et puis, Tuchangu dans le noir, soit 100 000 abonnés de la Société nationale d'électricité seront privés de l'électricité durant 8 jours, suite au vol des cornières ayant occasionné l'écroulement du pylône. Cet incident s'ajoute à des perturbations dues à l'arrêt volontaire du groupe G24 à Inga pour des travaux d'entretien. Et Patrick Zanetti va également vous parler des automobilistes quinois non en règle avec le paiement de la vignette qui seront traqués par la Direction générale des recettes de Kinshasa. Dès ce jeudi 8 octobre, les agents de la DGRCA vont être déployés à travers les artères de la capitale pour imposer le paiement de cette redevance du gouvernement provincial de Kinshasa. C'est l'ossature des grands titres de l'actualité qui vous seront décortiqués tout à l'heure à 19h avec Patrick Mpezo Zanetti. Nous poursuivons donc ces 45 minutes d'actualité avec Neftali Bomoutala. Nous recevons Dr Claude. Avec elle, nous allons parler du cancer du sein. Neftali. D'accord, Diony, ce mois d'octobre est dédié mois de lutte contre le cancer du sein, dont la sensibilisation et les dépistages gratuits. Pour en parler, dans cette tranche d'information, nous recevons le docteur Claude Tsangoy. Elle est coordonnatrice de l'ONG Nouvel Espoir. Avec elle, nous allons aborder les différentes questions concernant la prévention, les symptômes, les traitements, mais également la prise en charge des malades les malades du cancer du sein. Bonsoir docteur, une fois de plus. Bonsoir Neftali. Le cancer du sein est une maladie grave. Malheureusement, elle est peu connue chez les femmes. Dites-nous, quels sont les symptômes de cette maladie et comment les détecter? Oui, merci. Si nous commençons directement par les symptômes, comme vous voulez, je le ferai, mais j'aurais aimé commencer par la définition. Oui, parce que les gens doivent comprendre d'abord la maladie, c'est quoi. Nous disons les cancers, c'est comme tout autre cancer des organes du corps humain. Le cancer, ça se définit comme une multiplication de façon désordonnée des cellules qui constituent un organe dans le corps humain. Donc, ça peut être le cancer de la prostate, c'est-à-dire il y a une multiplication de façon désordonnée des cellules de la prostate. La même chose avec le cancer du sein, comme les cancers des intestins partout. Donc, pour le sein, nous disons que c'est la multiplication de façon désordonnée ou anarchique des cellules qui constituent le sein. Dans le sein, nous avons la peau, nous avons la graisse, nous avons les glandes mammaires, les canaux mammaires. Donc, ça peut intéresser n'importe quel tissu du sein, mais ça concerne une petite cellule et c'est cette cellule qui va commencer à se multiplier jusqu'à ce qu'on aura une grande masse au niveau du sein qui constitue les cancers du sein. Quant aux symptômes du cancer du sein, nous n'avons pas un symptôme direct comme ça qu'on vous dira, dès que vous voyez ça, c'est un cancer du sein. Nous disons que nous avons des symptômes qu'on appelle des signes d'alarme. Et ce sont ces signes-là sur lesquels nous jouons pour que la personne puisse savoir connaître ses seins et dès qu'il remarque un de ces signes, qu'il court vite voir un médecin parce que ça peut ne pas être un cancer. Alors les signes sont ceux-ci. Nous commençons par le changement du volume du peau. Donc vous voyez simplement le changement du volume de votre sein. Quand vous remarquez qu'au niveau de votre sein, un sein commence à prendre un volume plus énorme qu'habituellement, ou bien un sein commence à diminuer de volume, ce sont les signes que nous appelons les signes d'alarme. Le deuxième élément, nous avons le changement de la coloration de la peau de votre sein. Quand vous voyez le sein, vous remarquez une tache de couleur, par exemple bleuâtre ou bien noirâtre ou rougeâtre au niveau de votre sein, c'est un signe de suspicion. Mais ce n'est pas la confirmation que c'est un cancer du sein. Donc, ce sont des signes que je vous cite là pour que vous puissiez vous alarmer, pour que ça puisse attirer votre attention. Donc, j'ai parlé du volume, de la coloration. Il y a des gens qui ont des plaies. Une femme peut voir apparaître une plaie au niveau du sein qui ne cicatrise pas. La plaie dépasse même 3 semaines. Ça ne change pas. Peut-être ça s'aggrave même, mais ça ne cicatrise pas. Aucun signe de cicatrisation. C'est une plaie suspecte. Il y a des plaies aussi qui apparaissent, ça cicatrise à un moment et après ça réapparaît.
ce sont des plaies suspectes. Donc, vous avez une plaie aujourd'hui, après 3 mois, la plaie réapparaît au même endroit. C'est très suspect. Et il y a des femmes qui se retrouvent avec des boules dans leur sang. Vous allez voir une boule, surtout ce sont les partenaires qui remarquent Généralement, ça souvent. on dit que c'est le matin pour détecter les Pour cancers détecter ça, non, c'est pas le matin, à tout moment. Parce que la boule est là. La boule, peut-être, ça a commencé il y a plusieurs années. Ça existe déjà dans le sein. Et 95% des femmes qui présentent les cancers du sein ont dans leur histoire la présence de cette boule-là. Oui, mais il semble que dans la cité, on nous dit quand la femme n'a plus cette boule-là, c'est que ces seins ne sont plus intéressants. Mais comment découvrir alors Voilà. Quelles sont les astuces qu'il faut user pour Vraiment, c'est une découvrir la question maladie? pertinente parce que les seins de la femme présentent des boules naturelles. Là, nous appelons ça des glandes mammaires, là où se forment les laits qu'on donne au bébé. Mais en dehors de ces boules-là, la femme va remarquer une boule qui commence comme une bille. Ça glisse sous la peau. C'est une boule autre que les boules que nous avons normalement. La femme qui connaît bien ses seins va remarquer l'apparition d'une boule. La boule là peut être à n'importe quel niveau du sein. Ça peut être sous la peau, ça peut être en profondeur, ça peut être derrière le mamellon. Mais si elle a l'habitude de faire ce que nous appelons autopalpation comme moyen de prévention du cancer du sein, elle va remarquer que en palpant les seins, elle va remarquer une boule sous le doigt. C'est pas mauvais, c'est palper les seins. Bon, voilà. Si je peux aller déjà à la prévention ça peut amener quand même dans ta tête, là. Non. la masturbation ou à quoi? Palper le sein et caresser les seins sont deux choses différentes. Ok. Je pense que je suis en train de parler de palper. Palper, ça veut dire toucher les seins, commencer superficiellement et profondément pour chercher une boule. Quelque chose d'anormal qui bouge, qui glisse sous la peau de votre sein. Ça, c'est palper, la palpation du médecin à la recherche de quelque chose. Donc ça, c'est pas le partenaire qui va palper. Hein? Non, nous souhaitons que surtout au mois d'octobre, nous souhaitons que les partenaires puissent, en dehors de caresser, de palper, d'aider leur femme. Parce que souvent, ce sont les partenaires qui découvrent ces boules-là. Parce que c'est leur organe. Ils sont habitués, ils connaissent bien comment ça se présente. Et pour chercher une boule, ils peuvent facilement remarquer la boule. Ok, docteur, je rappelle que vous êtes coordonnatrice de l'ONG Nouvel Espoir. En quoi consiste exactement le travail de votre ONG dans la lutte contre le cancer du sein? Merci. Notre ONG, généralement, nous travaillons sur la santé maternelle. Nous travaillons sur les accouchements, nous travaillons sur tout ce qui concerne la femme pour la protéger de la mortalité maternelle. Le cancer du sein aussi est imprégné, et c'est inclus dans la lutte contre la mortalité maternelle. Alors, nous travaillons particulièrement pour le cancer du sein, nous faisons quoi? Le cancer du sein, c'est comme nous disons, c'est une maladie qu'on peut éviter comme toute autre maladie. Il y a des moyens. Il y a aussi des moyens pour soigner les cancers du sein. Mais pour les deux choses, il y a des conditions. Pour soigner les cancers du sein, il faut vraiment que le diagnostic soit posé très tôt, au stade 1. Parce que si vous dépassez le stade, vous êtes déjà au stade 2, 3, 4, c'est difficile. On peut aussi vous soigner, mais ce n'est pas facile. C'est quoi le stade 1? Le stade, voilà, dans les cancers du sein, nous avons une stadification. Les cancers au stade 0, c'est comme j'ai parlé de la boule. Vous avez une boule, mais qui n'est pas un cancer. Au stade 1, la boule, là, c'est déjà un cancer, mais ça n'intéresse pas les autres tissus du sein. Vous avez un cancer au stade 1. Après, ça va commencer à intéresser maintenant les autres tissus du sein. Donc, vous n'avez pas que la boule qui est cancérisée, vous avez les tissus voisins, mais dans les seins qui sont aussi intéressés. Là, vous êtes déjà au stade 2. Ça va maintenant aller intéresser maintenant sous les selles. Vous avez des ganglions qui sont intéressés. C'est comme toute personne, quand vous avez une blessure, vous allez voir un ganglion qui apparaît. Et avec le cancer, c'est la même chose. Vous aurez des métastases en dessous des selles. Donc, à ce moment-là, vous avez déjà un cancer. Ça dépend des écoles. Nous dirons à ce moment-là, c'est 2A. Et quand ça va quitter là-bas, ça peut aller au niveau du poumon, ou au niveau du foie, au niveau du cerveau, comme aussi ça peut aller au niveau du bassin et de la colonne vertébrale. Là, vous avez déjà, par exemple, au niveau du bassin, une femme qui a le cancer et elle a un bassin fracturé. Vous avez une fracture que nous appelons pathologique. Ça, c'est déjà au stade 4.
Alors, vous voyez... Nous courons le temps, docteur, c'est quand même une matière assez énorme. Oui. Nous allons poursuivre avec Neftali. Mais moi, j'ai une question de préoccupation, Neftali. Il y a une collègue, Anadi Sarah, qui a su qu'on vous invitait dans cette émission et il me dit, mais il semble que les hommes sont également concernés par ça. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai, le cancer du sein, les hommes aussi ont les seins. Les cancers du sein n'intéressent pas seulement les femmes. Les cancers du sein intéressent aussi les hommes. Je vous informerai que dans notre ONG, l'année passée, en 2013, nous avons enregistré 2 cas de décès des hommes causés par les cancers du sein ici en RDC. Et je me rappelle que moi-même, le premier cancer que j'ai vu quand j'étais étudiante, j'ai vu ça chez un homme. Un cancer de sein qui a entraîné des métastases partout au niveau du poumon, au niveau de la peau. Un jeune homme de 34 ans qui avait un cancer des seins compliqué. Donc, les cancers concernent aussi les hommes. C'est-à-dire, si un homme voit une boule au niveau de son sein, qu'il puisse aller vite voir un médecin parce que c'est très important. Il ne faut pas qu'il néglige, soi-disant, ça ne m'intéresse pas. Le taux est très bas pour les hommes. Peut-être pour 200 cas chez les femmes, on peut retrouver 2 cas chez l'homme. Donc, c'est différent. Voilà, vous êtes coordonnatrice, je rappelle encore, de l'ONG Nouvel Espoir. Avez-vous, docteur, un programme établi pour sensibiliser les femmes, surtout parce que les cancers de sein, les risques de cancer de sein ne sont pas vraiment connus par les femmes quinoises. Avez-vous un programme établi pour sensibiliser les femmes, surtout les femmes qui habitent au fin fond, les fins fonds de la ville de Kinshasa? Oui, nous sommes ONG, nous sommes organisation non gouvernementale. Nous travaillons avec la base. Nous avons compris que c'était un problème sérieux. Pour le moment, nous disons que le cancer du sein en RDC, c'est déjà un problème de santé publique. Parce que quand vous retrouvez 3 décès des femmes, 1 décès causé par le cancer du sein. Bon, nos activités sont très très limitées. Parfois, quand nous passons avec des dépliants au marché, nous passons parce qu'aujourd'hui, par exemple, il y a une femme qui est venue de Chikapa. Sa sœur avait entendu, elle nous a suivis à la RTNC et directement, elle lui a envoyé le billet pour venir parce qu'elle avait un cancer. Et ce n'est pas un stade très avancé, c'est un stade qu'on peut récupérer la personne. Donc nous voulons simplement annoncer aux femmes que il y a un moyen, nous faisons la sensibilisation pour prévenir les cancers du sein et pour diagnostiquer les cancers du sein très tôt, pour aider les femmes à ne pas en mourir inutilement. Donc vous voyez, nous disons que la femme doit apprendre à faire l'autopalpation de ses seins, doit apprendre à palper ses seins à la recherche d'une boule, et encore à faire le dépistage volontaire au moins 1 fois par an. Ça nous permettra de retrouver s'il y a un problème qu'on peut corriger avant que ça puisse devenir un cancer, ou encore on peut découvrir le cancer très tôt et aider la femme à guérir de cette maladie. Annoncé au gouvernement congolais? Au gouvernement, nous disons ceci. Je suis en train de comprendre que le gouvernement n'a pas encore compris ces problèmes, peut-être. Mais nous informons au gouvernement que la femme congolaise est vraiment affectée par cette maladie. Nos activités de sensibilisation sont très limitées. Si le gouvernement pouvait mettre sa main pour nous aider un peu à élargir nos activités, je pense qu'on atteindra un grand nombre de femmes et cette maladie pourra être hors du territoire de la RDC. Merci beaucoup, docteur Claude Ngoy. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci Neftali Bouamoutala. Et nous allons donc vous laisser la place pour 19h. Vous allez retrouver Patrick Mpezo-Zanetti pour le développement de l'actualité avec un journal très fourni. Nous allons donc vous rappeler le sommaire de la grande session d'information de 19h. Inauguration ce mercredi de la tour réhabilité du Grand Hôtel Kinshasa. Le chef de l'État, le président Joseph Kabila, a procédé à la coupure du ruban symbolique